Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bi-hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient, censé se consacrer aux conséquences tous azimuts de la pandémie de coronavirus en Israël et évidemment à l'échelle de la région. Et notre magazine est évidemment consacré aujourd'hui à Yom Ha'atzmaut, la journée de l'indépendance et la renaissance, voilà, 72 ans de l'État d'Israël sur sa terre ancestrale. Pour en parler avec nous, David Pasder. Bonjour David. Bonjour, shalom. Et nous avons choisi d'en parler avec vous parce que pour plusieurs raisons, vous êtes un habitant de la localité d'Ofra, en Judée-Samarie, dans la région du Shomron, au nord de Jérusalem. Et vous êtes aussi un membre influent de ce village juif d'environ 750 familles, à peu près 5000 personnes. Et vous êtes aussi, au plan professionnel, organisateur de voyages de découverte à la fois bibliques, géopolitiques, archéologiques et économiques, high-tech aussi, du pays d'Israël. Alors, dans notre entretien, en fait, on va évoquer un peu la particularité de cette journée. C'est tout de même la première qui tombe sous le sens, c'est que c'est un Yom Ha'atzmaut confiné, presque sous couvre-feu. Comment vous vivez ça à Ofra? C'est quand même sans précédent dans l'histoire d'Israël. C'est exact, c'est vrai. Et j'invite tout le monde à venir les prochaines années à la synagogue, justement, lors de la célébration du Yom Ha'atzmaut. Et je vais citer là le Rav Yoshua Zuckerman qui a dit qu'est-ce que c'est Yom Ha'atzmaut? C'est le Yom Ha'atzmiut, c'est-à-dire le fait où en fait nous recouvrons non seulement notre indépendance, mais également notre essence propre. Et pourquoi je dis cela? Eh bien parce que j'invite les gens à participer l'année prochaine, donc, à l'office le soir de Yom Kippour, qui est un événement exceptionnel. Yom Ha'atzmaut, vous voulez dire? Yom Ha'atzmaut, qui est un jour exceptionnel, à la fois de prière, d'allégresse, etc., et de remerciement à Kadosh Baruch Hu, qui après plus de 2000 ans d'exil, donc, nous ramène notre pays. Alors, qu'est-ce qui se passe en particulier dans cette saison, actuellement, à l'ombre, comme vous dites, du Corona? Donc, les préparations sont en cours, les drapeaux sont déjà en berne. Il y a même un concours. Ah, vous parlez de là de ce qui s'est passé hier avec l'avant-veille avec Yom HaZikaron. Exact. Et comment s'appelle les gens préparent dans leur maison des calicots, etc., pour fêter Yom Ha'atzmaut, et ce sera fêté avec un enthousiasme qui ne va pas départir des années précédentes. Alors, un autre aspect c'est ce pourquoi, entre autres, je vous ai suscité pour témoigner de ce jour assez exceptionnel, dans des circonstances exceptionnelles, c'est que c'est peut-être le dernier Yom Ha'atzmaut à Ofra, avant l'extension prévue en juillet prochain de la souveraineté israélienne sur l'ensemble des localités de Judée-Samarie, voire même de la vallée du Jourdain. Une extension de souveraineté qui fait partie d'ailleurs de la charte du gouvernement d'urgence nationale qui est en train de se mettre en place. Alors, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette perspective? Alors, c'est un sujet très, très important. Disons que, comme beaucoup de gens, mon avis également, entre guillemets, est mitigé, c'est-à-dire que premièrement, du point de vue pratique, il y a déjà, depuis plusieurs années bien sûr, l'application de la loi israélienne dans les villages de Judée-Samarie. Cette extension maintenant devrait donc se porter sur les alentours des villages. Et là, je vois un problème parce que en fait, toute la Judée-Samarie appartient de droit. En fait, depuis toutes les déclarations des organisations et instances internationales, appartient de droit à Israël. Et le fait de vouloir limiter géographiquement l'application de la loi ou l'extension de cette souveraineté est problématique parce qu'elle signifie qu'il y a une partie de ces souverainetés qui pourrait être transmise transférée plus exactement à une autre entité étatique, chose qui est très dangereuse et qui est interdite. N'oublions pas que la Judée-Samarie a été conquise du colonisateur jordanien
qu'il a occupé de façon illégale de 1948 à 1967. Et la pression, entre autres, la pression de certains États, dont européens, qui veulent nous empêcher, en fait, de prendre possession de notre pays, pose énormément de problèmes. Et je crains, je ne suis pas le seul à le craindre, je crains que cette décision cache d'autres concessions israéliennes? Oui, absolument, parce qu'en fait, il n'y a, comment ça s'appelle, comme vous le savez bien, il n'y a aucune annexion de la Judée-Samarie, puisque la Judée-Samarie appartient de droit, d'après le droit international public, à Israël. Donc, une application partielle de la souveraineté de l'État d'Israël signifie que si c'est partiel, c'est qu'il y a une autre partie sur laquelle ce ne sera pas exercé. C'est quelque chose de très dangereux. N'oublions pas également que du point de vue pratique, je ne parle pas au niveau de, comment ça s'appelle, des conseils régionaux, mais en tant que citoyen, en fait, la loi israélienne est appliquée ici et il n'y a uniquement que des cas très précis, ce n'est jamais au niveau de l'individu, ou très rarement, il faut faire appel au gouvernement militaire. Donc, je ne vois pas très bien qu'est-ce que cela peut apporter. Plus exactement, je ne vois pas très bien qu'est-ce que cela cache. De dire que ça nous inquiète, comme vous l'avez dit précédemment, non, pour la bonne raison que nous existons depuis 3800 ans, nous avons attendu 2000 ans de pouvoir réintégrer notre pays. Nous avons des ennemis, nous sommes entourés de 21 pays arabes, dont une grande partie effectivement ne sont pas tout à fait sympathiques. Nous avons contre nous une opposition à la fois d'une grande partie de l'électorat américain, c'est à savoir les démocrates. Nous avons également une opposition de la part de beaucoup de pays européens, en particulier de l'Union européenne, qui est hostile au fait qu'Israël réintègre son pays ancestral, et ce, je le répète, d'après le droit international. Donc, il y a énormément de points qui posent problème. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, comme on l'a fait tout au long de l'histoire et du sionisme et de l'État d'Israël, qu'il y a là, dans cette partie du plan Trump, puisque cette extension de la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie et la vallée du Jourdain s'inscrivent dans le fameux plan du siècle de l'administration de Trump, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, malgré les ambiguïtés, les dangers et puis les zones d'ombre dont vous parlez, qui sont effectivement assez prégnantes, ce n'est pas une manière pour Israël d'avancer tout de même, comme il l'a toujours fait à chaque fois que soit la communauté internationale, soit de son propre gré, il décidait disons, de mesures, eh bien, c'était une manière d'avancer, de prendre l'histoire à bras-le-corps et de passer à une autre étape. Alors évidemment, il y a peut-être des conséquences, des difficultés, mais notamment le plan Trump, en ce qui concerne la création de l'État palestinien, auquel vous faisiez allusion, il a assorti cette possibilité, cette éventualité de 10 conditions préalables qui ont l'air complètement insurmontables compte tenu de ce qu'est le leadership palestinien. Donc, d'un côté, Israël va pouvoir, en principe, étendre sa souveraineté, partiellement, pas totalement, et c'est cela évidemment qui est problématique sur la Judée-Samarie, mais en même temps, ça ne veut pas forcément dire pour autant qu'il y aura un État palestinien, parce qu'il semble que les Palestiniens ne soient pas du tout prêts à accepter ce plan et donc à assumer les conditions incontournables exigées par le plan Trump, entre autres le fait de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël, le fait d'être un État démilitarisé, de ne pas rediviser Jérusalem. Bref, il y a un parcours du combattant que le leadership palestinien n'a pas l'air d'être prêt d'assumer du tout. Donc, en fait, ça va peut-être donner un avantage à Israël et une avancée pour Israël. Et en même temps, tant que le leadership palestinien sera ce qu'il sera, on n'avancera pas. Bon, c'est un avis. C'est un avis qui est partagé par certaines personnes. Et moi, je pense personnellement, puisque vous me demandez mon avis, que Israël, après 71 ans d'existence, est devenu la 8e puissance mondiale et aucun pays souverain n'a à avoir l'aval d'autres puissances pour définir quelles sont ses frontières. Deuxièmement, cette entité qu'on appelle l'autorité palestinienne est une entité étrangère, en quelques mots, en fait, qui est constituée
de migrants de travail ou de descendants de migrants de travail qui ne doivent avoir absolument aucune souveraineté dans le sein du territoire israélien. Et je pense que, je vais répéter ce qu'avait dit David Ben Gourion, que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que les nations disent, mais ce que Israël fait. Et je pense que nous manifestons une faiblesse très forte en faisant dépendre notre sécurité de l'avis d'une autre puissance, aussi amicale soit-elle avec Israël, comme l'administration de Donald Trump. N'oublions pas également que rien n'assure qu'en 2020, Donald Trump sera réélu, il y a de fortes chances, et je reviens, donc je ne vois pas la raison pour laquelle nous devons dépendre de nations étrangères pour définir quelle est notre identité, et en particulier notre identité des futurs. Dernière question, en élargissant un peu le champ de notre réflexion, 72 ans après la renaissance d'Israël, de l'État d'Israël et de la société d'Israël sur sa terre ancestrale, il semble que ces zones d'ombre, qui sont celles aussi du leadership israélien, parce que Ben Gurion avait eu cette phrase aussi, que vous connaissez aussi bien que moi, il avait dit qu'on pourrait peut-être faire sortir les Juifs de la galoute, c'est-à-dire de l'exil, mais que ce serait beaucoup plus difficile de faire sortir l'exil de la tête des Juifs. Donc, on a aussi un leadership qui est comme il est aujourd'hui en Israël. Mais vous ne pensez pas que ces zones d'ombre sont dues au fait, à part les manquements et je dirais les hésitations israéliennes à proprement dit, au fait que beaucoup de dirigeants de pays, non seulement évidemment du Moyen-Orient, qui sont la plupart du temps hostiles, mais aussi d'Europe occidentale et plus largement d'Occident, semble plus de 7 décennies après la réémergence de l'État d'Israël, qui est devenu, comme vous le disiez, la 8e puissance mondiale, avec tellement de réussite et un parcours en quelques décennies qui est incomparable par rapport à toutes sortes d'autres histoires de pays modernes. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que beaucoup en Europe, en Occident notamment, semblent ne pas s'être encore fait à l'idée de l'existence d'un État juif et d'une souveraineté juive dans cette région au cœur du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a eu cette phrase que vous vous souvenez comme moi de l'ancien Premier ministre français de Villepin qui avait qualifié Israël de parenthèse de l'histoire. Mais il semble que cette idée, même si elle n'est pas formulée de cette manière, elle existe dans beaucoup de cerveaux de dirigeants européens et occidentaux encore aujourd'hui. C'est exact. C'est exact. Alors, premièrement, je n'ai aucune critique vis-à-vis des dirigeants israéliens, surtout pas vis-à-vis de Benyamin Netanyahou. Tous les dirigeants israéliens et surtout bien sûr Netanyahou ont fait un travail exceptionnel en permettant à Israël de devenir ce qu'Israël est aujourd'hui. Quant aux dirigeants européens ou penseurs européens, etc., il est évident que l'antisionisme, qui est la version actuelle de l'antisémitisme classique européen, non seulement n'a pas disparu, il est toujours vivace et a priori est constitutionnel à la mentalité européenne. Ça ne pourra pas se résoudre facilement. Par contre, ceux qui sont réellement responsables, c'est nous-mêmes. Et je vais m'expliquer. Nous sommes aujourd'hui 13 millions et demi de juifs dans le monde, 14 millions de juifs, dans environ un petit peu moins de 7 millions en Israël. C'est le même nombre qu'il y avait en gros en 1945. Où ont disparu les juifs qui étaient à l'étranger, qui auraient dû être aujourd'hui un nombre de plusieurs dizaines de milliers? Eh bien, c'est ces juifs à qui je m'adresse. Le moment est venu de venir en Israël. Nous avons un pays extraordinaire, et si nous avions en 1948, si nous avions pu intégrer, nous aurions pu intégrer 1 million de juifs en 1948 qui auraient quitté et la France, et les États-Unis, et l'Allemagne, et l'Angleterre, nous aurions aujourd'hui un supplément de 11 millions de juifs, c'est-à-dire nous serions aujourd'hui une population de 18 à 19 millions de juifs dans le pays d'Israël. Et à ce moment-là, toutes ces questions ne se poseraient pas. Donc en fait, avant de rechercher des boucs émissaires comme en particulier les dirigeants européens et américains également d'ailleurs, à part Donald Trump, eh bien nous devons d'abord corriger nous-mêmes notre attitude, et j'appelle depuis le pays d'Israël, justement en ce jour de l'indépendance, le moment est venu
venez en Israël, aidez à construire Israël, faites qu'Israël soit encore plus fort et devienne réellement la lumière des nations qu'ont annoncé tous les prophètes d'Israël il y a maintenant presque 2800 ans. David Pasder, c'est sur cet appel que nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir consacré ce long quart d'heure à cet entretien et je vous souhaite donc un Yom Ha'atzmaut, même confiné, mais en tout cas joyeux, comme c'est sûrement le cas à Ofra. Et à bientôt, j'espère. Un grand shalom d'Ofra et Yom Ha'atzmaut Sameach.